Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Rachel Flore Pardo, avocate et cofondatrice de l'association Stop Ficha. C'est parti. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça ? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons le parcours de personnalités qui transforment le monde à leur manière. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Rachel Flore Pardo, avocate et activiste féministe qui fait figure d'experte sur les questions de cyberharcèlement et de violences sexistes et sexuelles. Rachel Flore est animée par une quête de justice profondément ancrée dans son héritage familial. Marquée par le souvenir de sa grand-mère déportée à Auschwitz et le départ forcé de ses grands-parents maternels de Tunis, elle porte en elle un héritage de résilience qui a nourri son ambition de devenir une voix pour ceux qui n'en ont pas et de se battre pour une société plus juste. En grandissant littéralement dans le cabinet de son père avocat, elle trouve finalement dans le droit un outil puissant pour ses convictions, même si au point de départ, ce n'était pas son premier choix. Elle démarre sa carrière durant l'avènement du mouvement MeToo et réalise pleinement son désir de défendre les droits des femmes, une cause qu'elle ressent intuitivement comme une évidence. Elle cofonde l'association Stop Ficha et s'engage à lutter activement contre la diffusion de contenus intimes non consentis et pour une législation renforcée. Convaincue que la justice ne se limite pas aux salles de tribunaux, elle mène également des combats pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Elle prend régulièrement la plume pour sensibiliser l'opinion publique aux enjeux cruciaux qu'elle découvre à travers les affaires de ses clientes. En parallèle de son activité juridique, Rachel Flore Pardo s'engage aussi sur la scène politique où elle défend une vision centrée sur l'inclusion et l'égalité des droits, persuadée que les institutions et les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la prévention des violences sexistes et sexuelles. À travers ses engagements juridiques, militants et politiques, Rachel Flore Pardo incarne une nouvelle génération d'avocats et de responsables politiques pour qui justice et engagement citoyen se nourrissent mutuellement. Bonjour Rachel Flore. Bonjour. Alors, comme je le disais, vous avez grandi dans l'univers du droit, en passant une grande partie de votre enfance dans le cabinet d'avocat de votre père. Comment cela a-t-il façonné votre parcours et votre sens de la justice, même si, en effet, ce n'était pas votre premier choix? Alors, mes deux parents sont avocats, d'accord. Les deux, mon père et ma mère. Et c'est certain qu'avoir des parents avocats, ça a contribué à me transmettre un petit peu cette passion que je partage avec eux aujourd'hui, cette Bien passion sûr. de la défense tout simplement et l'univers de la justice. C'est vrai qu'initialement c'est pas ce que je voulais faire, comme beaucoup je pense d'enfants, je ne voulais surtout pas faire comme mes parents. Et puis la vie a fait que en faisant des études de commerce, j'ai eu l'occasion de découvrir le droit, de me replonger dans cet univers que j'ai tant aimé petite, qu'est l'univers de la justice. Et j'ai réalisé qu'en fait, là était ma vocation et que je serais effectivement moi aussi avocate. Alors, justement, la défense des droits des femmes semble être un combat pour vous intuitif, presque instinctif. Pouvez-vous justement nous parler de ce que représente cette cause dans votre vie et comment elle s'est imposée à vous au fil des années dans votre pratique juridique? On parlait à l'instant du fait que mes parents sont avocats, alors ils le sont, on fait le même métier, mais je crois qu'il y a 1001 façons d'être avocat et que j'ai construit la mienne et que c'est pour ça qu'aujourd'hui je me définis comme avocate et activiste, parce que j'ai fait ce choix de mettre, quand je le peux, quand la situation s'y prête, mon métier, ma profession, ma vocation, le fait d'être avocate, au service aussi de la défense de causes qui me sont chères, et notamment de la cause féministe. C'est vrai que ça m'est toujours apparu comme une évidence qu'une partie du raison d'être de mon activité, des raisons de mon action, était d'aider la cause des femmes, d'œuvrer pour davantage de liberté, la liberté de disposer de nos corps, que ce soit pour contrôler la maternité, le choix d'être mère, de ne pas l'être ou de l'être plus tard, mais aussi cette liberté bien de choisir, de consentir et d'être libre, d'avoir un rapport sexuel ou de ne pas en avoir un, mais aussi les questions d'égalité, que ce soit l'égalité au sein des entreprises, dans le monde du travail, mais aussi l'égalité au sein des foyers. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail, de combats à mener. Alors justement, vous avez débuté votre carrière au moment
du hashtag MeToo qui a porté une vague de prise de parole. En quoi ce contexte a-t-il justement marqué vos débuts en tant qu'avocate et les premiers dossiers que vous avez choisis? Vous savez, quand on commence sa vie professionnelle, on est un peu alerte de tout. Bien on a sûr. cette passion du début qui fait qu'en effet, quand de plus en plus j'entendais dans les médias grand public, parler de la justice par le prisme de ces affaires MeToo, des affaires de violences sexistes et sexuelles, eh bien je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe par là? Pourquoi la justice n'arrive pas à répondre à ces problématiques-là? Pourquoi est-ce qu'autant de personnes qui commettent des infractions pénales, je pense qu'aux infractions de viol ou d'agression sexuelle, pourquoi sont-elles si nombreuses à ne pas être sanctionnées par la justice? Parce que parfois elles sont pas entendues. Elles sont pas entendues parce qu'aussi la justice, il a fallu mieux l'armer pour répondre à ce phénomène, mieux former, que ce soit les forces de l'ordre ou les magistrats qui en réalité n'étaient pas formés à ces enjeux-là spécifiquement parce que c'est des enjeux qui, avant MeToo, étaient véritablement tabous. Et en m'intéressant à ce sujet, en étudiant comment on pouvait améliorer le droit, améliorer la justice pour mieux prendre en charge les victimes de violences sexistes et sexuelles, j'ai voulu faire un combat véritablement central dans ma pratique professionnelle aujourd'hui, qui est celui de réconcilier les victimes de violences sexuelles et la justice. Parce qu'en effet, pendant trop d'années, et notamment en particulier avant MeToo, même s'il y a encore trop de loupés aujourd'hui, eh bien ces victimes n'ont pas été prises en charge correctement par la justice. Et ça a créé une sorte de ressentiment vis-à-vis de cette institution qui pourtant est fondatrice dans un état de droit et dans un état démocratique. Alors je crois qu'un des enjeux de ces prochaines années, c'est de dire qu'en effet, d'armer la justice pour qu'elle puisse effectivement mieux les prendre en charge et réparer cette confiance. Et d'après vous, comment on peut l'armer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il y a évidemment différentes choses qui ont été faites ces dernières années qui ont leur importance. La législation a beaucoup évolué. Je crois qu'on peut pas dire que sur le délai de prescription, par exemple. Bien sûr, on peut pas dire que rien n'a été fait. Maintenant, évidemment, c'est pas suffisant. Les choses ont bougé sur le délai de prescription. Il y a des nouveaux délits qui ont été créés. Il y a eu une nouvelle définition du viol qui va peut-être encore changer. La mise en place de l'ordonnance d'éloignement. Il y a eu exactement différentes mesures de protection qui ont été créées pour essayer, notamment dans le cadre de violences conjugales, puisque c'est souvent dans ce cadre-là que les féminicides ont lieu, eh bien essayer un peu de briser ce cercle vicieux qui peut conduire au pire. Donc il y a des choses qui ont été faites, il y a aussi la formation qui a été augmentée. Je rappelle qu'avant 2017, aucun membre des forces de l'ordre, aucun magistrat n'était formé spécifiquement à ce que sont les violences conjugales. Oui, et l'accueil de la plainte. Absolument. Aujourd'hui, les choses bougent. Avec ma consoeur Karine Noblinski, on avait porté une proposition pour permettre le droit à l'assistance d'un avocat dès le dépôt de plainte qui n'était pas systématique. Donc, il y a des choses qui ont bougé. Il faut continuer à aller plus loin. Il faut continuer à aller plus loin dans les moyens qui sont accordés tant aux forces de l'ordre qu'à la justice. Il faut aller plus loin dans la formation parce que on a beaucoup parlé des violences conjugales, moins des violences sexistes et sexuelles qui peuvent prendre des formes beaucoup plus diverses, pernicieuses et qui nécessitent véritablement de former ces interlocuteurs qui sont les premiers interlocuteurs de ces personnes qui en sont victimes, eh bien justement à détecter les signaux faibles pour pouvoir intervenir. Et derrière, il faut aussi continuer d'être vigilant aux nouvelles formes de violences sexistes et sexuelles, notamment aux cyberviolences, pour adapter parfois le droit à ce qu'elles sont, comment elles évoluent et à s'assurer qu'elles sont bien sanctionnées, qu'il n'y a pas d'impunité, parce que le fait de faire baisser l'impunité, c'est quoi l'objectif? C'est de dissuader à la commission de ces faits-là, de se dire qu'en fait, ces faits seront moins commis parce qu'en fait, leurs auteurs se diront « je vais pas le faire parce que j'ai peur d'être puni ». Et en fait, cette impunité qui a trop duré, elle a permis pendant trop nombreuses années, la commission encore et encore de ces faits de violences sexuelles. Alors justement, vous parliez de ces nouvelles formes de violences sexistes et sexuelles. Vous faites partie des cofondatrices de l'association Stop Ficha, qui lutte contre le cyberharcèlement. Pouvez-vous nous parler justement de cette association, des motivations derrière ce projet ? Et des besoins justement que vous avez identifiés dans l'accompagnement des victimes? Oui. C'est une aventure Stop Ficha qui est intervenue au tout début de ma vie professionnelle quand une activiste féministe qui s'appelle Shenlek Lemo McLaren m'alertait sur un réseau social, Instagram, de l'existence de comptes Ficha, de comptes sur différents réseaux sociaux, différentes applications de messagerie, et notamment Telegram, qui avaient pour objet la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel et qui visaient surtout des femmes et surtout des jeunes femmes. Et
quand j'ai été confrontée à cette affaire-là, j'ai pris conscience en fait qu'on était en quelque sorte impuissant face à ce phénomène. On a essayé... Il y avait quoi, un trou juridique ou pas? En tout cas, il y avait un manque de conscience de ce qui se passait. Un manque de conscience et un manque de moyens d'action. Et en fait, on n'arrivait pas à protéger les victimes. On n'arrive pas à mettre un terme à l'infraction. Aujourd'hui encore... On va faire disparaître les images. Absolument. Aujourd'hui encore, et je l'ai dans de nombreux dossiers de personnes que j'accompagne. Imaginons que vos images aient été diffusées. On n'a pas véritablement de moyens de vous assurer, et c'est pour autant la préoccupation des victimes que ces images ne seront pas à nouveau diffusées. Alors, il y a différentes technologies qui sont en train d'être travaillées, d'être construites pour peut-être demain efficacement permettre de prévenir la rediffusion de ces images quand vous les signalez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On n'arrive pas vraiment, en fait, à protéger les victimes. Et donc, c'était un sentiment de désarroi, d'impuissance, et donc qui a motivé une volonté très forte d'action et d'engagement de ma part évidemment, mais aussi de toutes les cofondatrices de cette association qui se sont lancées en 2020 dans cette aventure. Vous savez, il y a 4 ans et demi, on parlait pas beaucoup du cyberharcèlement, on parlait pas beaucoup de la diffusion d'images à caractère sexuel. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet qui est de plus en plus présent dans le débat public. Des responsables politiques en ont fait un objet politique. Mais parce qu'il y a eu des drames. Il y a malheureusement, eu des drames, parce que vous le disiez drames. bien, à juste titre, ça concerne des jeunes femmes qui parfois sont collégiennes, lycéennes. Ça concerne beaucoup les jeunes femmes, ça ne concerne pas que les jeunes femmes. Je crois qu'il faut aussi, parfois quand on parle des violences cyber, on a tendance à dire que c'est un peu quelque chose un truc de jeune, et qu'en fait... Vous faites bien de le rappeler. Un truc de jeune, et dire que c'est un truc de jeune, c'est une façon en quelque sorte de dire que ça aurait pas grave. tellement d'importance. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Finalement, c'est un peu comme quand on dit à ceux qui sont victimes de cyberharcèlement, mais en fait, pourquoi vous coupez pas Twitter? Pourquoi vous coupez pas Instagram? Parce que d'abord, Twitter et Instagram, c'est des espaces d'expression. C'est là où se joue une partie du débat démocratique, c'est là où se joue l'information. C'est aussi une façon pour un certain nombre de personnes, et je pense notamment, par exemple, aux influenceurs ou aux personnalités politiques, c'est un outil de travail. Et c'est aussi, au bout d'un moment, ça peut pas être la réponse. Non. Ça peut pas être à la personne qui est victime de partir. À ce moment-là, c'est la loi du plus fort, et c'est véritablement renoncer à tous les combats qu'on pourrait porter. Et oui, et moi, c'est quelque chose que je veux combattre. Et donc, c'est pas un truc de jeune, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et vous savez, il y a un nouveau phénomène qui s'appelle le deepfake. Ce sont ces montages qui sont tellement réussis qu'on pense qu'en fait, ce sont des vraies images. Et en réalité, ces deepfakes, ils sont dans la très grande majorité des cas, dans plus de 96% des cas, à caractère pornographique. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, non seulement ça peut arriver à tout le monde, mais aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'avoir fait les photos soi-même pour que ça vous arrive. Et donc, il faut absolument prendre conscience qu'il est là quelque chose qui peut déstabiliser des vies, créer des situations dramatiques, et qui appelle une action véritable et une mobilisation de tous les acteurs de la chaîne judiciaire, évidemment, mais pas que. À travers vos dossiers, justement, vous êtes confrontés à des réalités sociales variées. Quels enjeux vous semblent cruciaux à défendre au niveau législatif pour protéger les droits des femmes et des jeunes? Vous savez, je crois qu'on a beaucoup parlé ces dernières années, et ça a été très très important de le faire, des violences conjugales. Mais on l'évoquait un petit peu plus tôt. Je crains que dans certains cas, c'est éclipsé d'autres formes de violences, et notamment les violences sexistes et sexuelles, et les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité. J'ai été avec 5 autres personnalités qualifiées missionnées par le gouvernement pour travailler sur une mission sur les violences sexistes et sexuelles sous rapport d'autorité ou de pouvoir, qui peuvent en réalité survenir dans un nombre extrêmement varié de situations, et qui, en fait, peu importe le domaine, peu importe si on est face à une star mondialement connue dans le milieu du cinéma, ou tout simplement au chef du service d'un hôpital, ou au maire d'une commune, ou au cadre supérieur d'une entreprise, ce sont les mêmes dynamiques de domination qui se mettent en place. On va bientôt présenter nos préconisations au gouvernement, et ça appellera un certain nombre d'actions. Et ce qu'on a aussi remarqué en faisant cette étude, c'est combien continuer d'œuvrer pour l'égalité entre les femmes et les hommes est une nécessité absolue. Si on veut véritablement prévenir les violences sexistes et sexuelles. Parce que ce qui permet, ce qui crée le terrain propice à la commission des violences sexistes et sexuelles, c'est que dans de trop nombreux cas, ce sont les hommes qui vont se trouver dans des positions de domination et de pouvoir dont ils seront susceptibles d'abuser. Alors justement, dans un contexte législatif parfois contraignant, quel levier utilisez-vous pour faire avancer justement la protection des droits des femmes et la lutte contre toutes les formes de violence qu'elles peuvent subir, parce que bon, c'est pas évident.
Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce genre de situation où parfois on a l'impression que même la volonté suffit pas Écoutez, il y a différents leviers. D'abord, la société. Je veux reparler d'un moment qui m'avait mobilisée. C'était l'inscription dans la Constitution de la liberté d'avorter. C'est intéressant de voir comment on a réussi collectivement à faire changer la Constitution. Eh bien, c'est d'abord venu d'une exigence de la société. Ce sont beaucoup d'acteurs de la société civile qui se sont mobilisés, des associations, des activistes, des professionnels, et qui ont alerté l'État, alerter les parlementaires, le gouvernement. Et en fait, derrière, les responsables politiques ont été à l'écoute suffisamment pour ensuite déposer les propositions de loi, plus le projet de loi qui a permis de modifier la Constitution. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on obtient des grands changements de société. C'est quand on a à la fois cette mobilisation des acteurs de la société civile et aussi on arrive à sensibiliser ces responsables politiques qui sont à l'écoute et qui vont prendre à bras-le-corps les combats qu'on leur transmet. Alors justement, bonne transition, vous avez décidé de vous engager en politique avec une vision très axée sur l'égalité et l'inclusion. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce pas vers la scène politique ? Moi, j'ai une volonté d'action, j'ai une volonté de résultat dans les combats que je porte. Je veux véritablement faire avancer les droits des femmes, les libertés, l'égalité. Et oui, on vous sent très déterminé, il n'y a pas de doute. Et il y a plein de façons de le faire. En tant qu'avocate, je mène des combats qui me passionnent et qui, je crois sincèrement, permettent d'aboutir à de véritables changements et prises de conscience. Je crois aussi que la voie politique, et en particulier la voie parlementaire, est une voie utile pour porter ces combats. C'était le sens de mon engagement à ce moment-là. C'était aussi un moment qui, je crois, était déterminant pour notre pays. Et donc, pour moi, j'ai pas hésité une seule seconde. Oui, parce que vous étiez candidate aux dernières législatives. Absolument. J'ai pas hésité une seule seconde à me lancer dans ce combat. Et si c'était à refaire, je le referais. Alors justement, comment vous parvenez à articuler votre engagement militant, politique, à travers votre pratique juridique? Vous y voyez des synergies, des tensions? Alors ça fait une vie un petit peu rock'n'roll. Oui, j'imagine. Qui est faite de moments d'une grande intensité qui me passionnent absolument. Et en réalité, je crois que mes différentes activités se nourrissent les unes les autres. Ça a l'air très cohérent. Oui, et c'est comme ça que je m'y retrouve. Il y a une ligne de conduite. Il n'y aurait pas cette cohérence, j'en serais pas capable. Bien sûr. Donc, en réalité, c'est cette cohérence des combats que je porte qui, pour aboutir, nécessite d'activer différents leviers qui, derrière, me permet d'être à la fois une avocate pleinement engagée dans la gestion de ses clients, de ses dossiers et dans le combat que je mène pour leur défense, et en même temps de porter en tant qu'activiste et personnalité politique, ces combats dans une façon plus large pour la société parfois tout entière. Alors justement, vous parliez tout à l'heure des entreprises. Vous êtes convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer dans la prévention des violences sexuelles et sexistes. Selon vous, quelles seraient les actions prioritaires que chaque entreprise devrait entreprendre? Moi, j'accompagne en tant qu'avocate un certain nombre d'entreprises dans la mise en place de circuits, si vous voulez, de prévention des violences sexistes et sexuelles. Et une fois que les violences sont commises, de circuits de traitement et d'accompagnement des personnes qui en sont victimes et de gestion du cas du mis en cause. Et en effet, je crois que c'est très important que les entreprises poursuivent leur engagement et leur formation et qu'elles continuent à être extrêmement précises dans, en fait, ces circuits de signalement, c'est-à-dire à la fois quand ça a lieu, savoir précisément à qui s'adresser et quelles mesures prendre, et éviter le plus possible que ces cas de figure n'aient lieu en formant, en organisant des sessions véritablement de formation de tous les cadres, de toutes les personnes qui travaillent au sein de ces sociétés, pour que chacun puisse être vigilant. Parce que je crois vraiment que les entreprises ont un rôle à jouer pour prévenir les violences sexistes et sexuelles en leur sein, mais qu'elles peuvent être aussi, dans certains cas de figure, des véritables, si vous voulez, lieux où on peut tendre la main vers des personnes qui sont dans une grande situation de détresse. Oui. Parce que je pense notamment aux victimes de violences conjugales, et bien dans bien des cas, le lieu de travail sera le seul espace de liberté, le seul espace à l'écart de l'agresseur. Et donc je crois aussi qu'on peut faire des entreprises des lieux refuges, et c'est pour ça que je les accompagne
en tout cas celles qui me sollicitent dans leur engagement. Alors justement, comment vous les accompagnez? Donc en menant des enquêtes, en faisant la sensibilisation, en menant des enquêtes, en organisant des sessions de formation, de sensibilisation aux différentes formes, aux différents visages des violences sexistes et sexuelles pour permettre à chacune de détecter des situations anormales. Par exemple, un public, il est très important de former spécifiquement, ce sont aussi les stagiaires qui vont être propulsés dans un univers professionnel pour la première fois de leur vie, qui vont peut-être pas trop savoir distinguer ce qui est un comportement ou même oser, normal ou quelque chose qu'il faudrait signaler. Donc, je fais des sessions de formation et ensuite je mets en place des circuits de signalement qui peuvent aboutir parfois à des enquêtes internes. Est-ce que vous avez l'impression justement que ça libère la parole? Parce que souvent, la difficulté, c'est de se sentir dans un environnement bienveillant, ou en tout cas, on a le sentiment que si on parle, il va se passer quelque chose. Je crois, surtout quand on a un jeune stagiaire, on est un peu inquiet. Je crois que c'est aussi l'importance pour les entreprises de parfois faire appel à des acteurs extérieurs, de briser cet entre-soi qui existe trop souvent dans un certain nombre de traitements de ces affaires-là en interne. Et je crois que faire intervenir un acteur extérieur, ça permet peut-être d'accorder davantage de confiance à celles et ceux qui vont engager ce processus. Alors, justement, vous avez une vie extrêmement dense. C'est quoi l'articulation pour vous entre votre vie personnelle, professionnelle? Ça doit être souvent difficile. Comment vous parvenez à préserver cet équilibre, ou pas du tout, parce que on sent que c'est très dense. Je pense que j'y arrive pas, tout simplement. Non, mais c'est rassurant de se dire, même pour d'autres femmes, oui, on peut ne pas y arriver, c'est pas grave en fait. Non, c'est pas grave. Alors j'essaye de faire au mieux, j'essaye de progresser, mais je suis tellement passionnée par ce que je fais qu'en effet parfois cette passion prend le pas sur d'autres choses, et je dois bien le reconnaître. Maintenant, j'ai d'autres plaisirs dans la vie que je chéris, une famille que j'adore, des amis qui me font rigoler des soirées entières, et c'est aussi des moments qui me sont très importants pour moi, et que je veux pas du tout négliger. Maintenant, ce que je vous disais, c'est que c'est une vie assez rock'n'roll. Il y a des imprévus. Quand un nouveau dossier tombe, on pouvait pas savoir qu'il allait tomber à ce moment-là. Quand il y a une actualité qui appelle les interventions médiatique, on pouvait pas savoir que ça allait tomber cette semaine-là. Et donc, il y a des imprévus qu'il faut être en capacité de gérer, et je crois que c'est très important aussi que, en fait, ceux qui accompagnent, notamment des femmes qui ont ces ambitions-là de travailler, peut-être beaucoup, et bien parfois prennent en considération les exigences que cela demande. Moi, je crois, quand je vois autour de moi les couples hétérosexuels, qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans l'acceptation par le partenaire masculin de la réussite de sa compagne. Il y a une étude qui est sortie très récemment, il y a quelques semaines, qui montre que plus la femme dans un couple hétérosexuel gagne d'argent, plus les chances de séparation augmentent. Alors c'est pour deux raisons, évidemment. Une femme qui gagne de l'argent est une femme plus libre notamment de s'en aller si elle le souhaite. Mais c'est pas que ça, parce que dans toutes les séparations, c'est pas seulement la femme qui part. Il arrive que ce soit l'homme qui part, en tout cas dans les couples hétérosexuels. Et je crois qu'il y a encore du chemin à faire sur ce tabou à briser, sur le fait de normaliser aussi au sein de ces couples les carrières des femmes et la place que cela peut prendre dans l'organisation du foyer. Alors justement, en parlant de carrière, vous avez pris récemment la décision de congeler vos ovocytes. Vous en parlez assez librement. Quels enjeux personnels et sociétaux cela représente-t-il pour vous, et quel message souhaitez-vous transmettre aux femmes justement sur cette thématique? Je sais qu'elle vous tient particulièrement à cœur, c'est pour ça qu'on l'aborde. Ça me tient à cœur, et j'ai décidé d'en parler publiquement de cette congélation d'ovocytes. C'était pas une décision facile, c'est quelque chose qui vraiment est de l'ordre de l'intime. Et pour autant, je suis très heureuse d'en avoir parlé, parce que j'ai reçu après un très très grand nombre de réactions qui semblaient demander davantage d'informations, vouloir en savoir plus, qui montraient, qui est aussi révélateur peut-être du désarroi de certaines femmes qui aimeraient emprunter ce chemin mais qui n'en savent pas assez. J'aimerais simplement revenir sur ce que c'est la congélation d'ovocytes. C'est un droit nouveau en France, dont je crois on n'a pas assez parlé. C'est un droit maintenant qui est ouvert à toutes les femmes depuis 2022, et qui permet en fait de préserver sa fertilité. C'est-à-dire que à mesure que on vieillit, qu'on avance dans l'âge, on va avoir une baisse de notre fertilité, et l'enjeu c'est quoi? C'est de se donner, si on n'a pas de projet d'enfant au moment où on est le plus fertile,
se donner plus de chances d'en avoir plus tard si on a ce projet-là, peut-être un jour. Et pour moi, derrière la congélation d'ovocytes, c'est un véritable enjeu de liberté. Tout à fait. De liberté des femmes de choisir leur destin d'être mère, de ne pas l'être ou de l'être plus tard. Et donc c'est un enjeu absolument déterminant. Maintenant, je veux dire qu'il n'y a aucune injonction. Il ne doit y avoir aucune injonction pour les femmes à congeler leurs ovocytes. Simplement, je veux dire à celles qui aimeraient avoir cette liberté-là de pouvoir avoir plus de chances de tomber enceinte à un âge plus tardif, eh bien, que ce droit existe, qu'il est là, qu'il est intégralement pris en charge, qu'aujourd'hui, malheureusement, les délais sont encore trop longs pour y avoir accès et qu'il faut continuer à améliorer l'accès à l'exercice de ce nouveau droit, mais il est là un enjeu de liberté fondamentale des femmes. Oui, puisque on le sait maintenant, statistiquement, les femmes retardent la maternité. Il y a quelques années, je crois que c'était 28 ans l'âge moyen, et là, on est plutôt sur après 30 ans. Mais c'est important de pouvoir se dire que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, et c'est un sujet qui concerne de plus en plus de jeunes femmes. Et donc, merci de partager cette expérience parce que justement, ça le rend moins tabou et surtout, on prend en conscience que c'est possible et qu'en effet, c'est un droit qu'elles ont et qu'elles peuvent tout à fait en bénéficier. Pour terminer, je voudrais qu'on regarde un peu vers l'avenir. Quels sont pour vous vos espoirs, vos aspirations pour les prochaines étapes de votre carrière ou de votre engagement social? Que souhaitez-vous voir évoluer dans la société pour que chaque individu, en particulier les femmes, puisse vivre pleinement leurs droits et leurs libertés? Écoutez, ça va résonner peut-être avec le sujet qu'on vient d'aborder, mais je crois qu'il y a quand même un certain nombre de combats qui vont aussi se jouer dans l'intime, dans l'intimité des couples et des foyers. Je crois que c'est très important de réussir à trouver cette égalité, notamment au sein des couples hétérosexuels. Maintenant, moi, en ce qui concerne mes aspirations, c'est de poursuivre ces combats, de continuer, j'espère, à obtenir de nouvelles victoires. Je suis une féministe optimiste. Je crois qu'on peut véritablement arriver vers cette société féministe, cette société d'égalité entre les femmes et les hommes, et je continuerai d'y consacrer toute mon énergie. Merci beaucoup. Et une bonne continuation et j'espère qu'on arrivera à avancer sur ce sujet parce qu'en effet vous avez raison, c'est essentiel. On représente 51% de la population française. Faut-il qu'on puisse nous aussi bénéficier des mêmes droits que l'ensemble de la société. Merci beaucoup, Aura. Merci à vous. Un sarrasin! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, mon boulin,